Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va continuer notre histoire de l'ESG. On va parler du S de ESG, le social, à partir de Ricardo, de Marx et de Walras. On est maintenant au 19e siècle. À ce moment, dans les premiers temps de l'industrialisation, ce sont les capitaux familiaux qui sont mobilisés pour le financement des usines. Les entreprises sont de taille assez raisonnable, donc ça ne pose pas de problème. Les machines mises en place sont peu sophistiquées et nécessitent peu d'investissement. En plus, dans la première partie du 19e siècle, on reste en famille. Et on observe d'ailleurs des stratégies matrimoniales d'union entre les familles d'industriels, les banquiers et puis des gros commerçants. Cet autofinancement familial va être complété par les banques à partir du milieu du 19e siècle, quand l'investissement devient plus important. Alors, ces caractéristiques s'accommodent aisément d'une certaine forme de paternalisme, teinté de religiosité, notamment à l'égard des employés. Dès cette époque, le paternalisme devient l'un des modes d'intervention sociale du patronat auprès des travailleurs en Europe comme aux États-Unis. Ce paternalisme industriel décuple le rôle de l'entreprise et du patron. Au-delà de la mission d'employeur, le patron vise à répondre à l'ensemble des besoins de la vie quotidienne des salariés, que ce soit le logement, les lieux de culte, l'éducation. Il devient responsable des salariés et aussi de leur famille, et en dehors de la seule activité salariale. Pour autant, à mesure que les entreprises se développent, la question sociale devient omniprésente. De fait, la misère des classes laborieuses est un sujet de préoccupation pour l'économie politique. En 1817, David Ricardo, dans On the Principles of Political Economy and Taxation, évoque le sujet à deux reprises. D'abord indirectement, à propos des conséquences de la substitution des machines aux ouvriers, et beaucoup plus directement, à propos des lois sur les pauvres. Progressivement, il va se ranger à l'idée que l'utilisation des machines, ou en tout cas leur perfectionnement, pourrait avoir pour effet de mettre au chômage une partie de la main-d'œuvre qui était précédemment employée. Que ce soit à propos des machines ou des lois sur les pauvres, les analyses de Ricardo obéissent toujours au même schéma de pensée. L'existence de lois naturelles qui régissent la vie économique et qui déterminent tout à la fois le champ des possibles et celui de l'impossible. Et les mesures qui contreviennent à la logique de ces mêmes lois économiques ne doivent donc pas être en œuvre selon Ricardo. Alors, avec des prémices assez proches de Ricardo, Karl Marx, lui, aboutira à des conclusions totalement différentes, et je dirais de fait révolutionnaires. Si le système économique obéit à des lois, celles-ci ne correspondent qu'à une étape de l'histoire de l'humanité. Dans la vision de Marx, qu'importe que le capitalisme ne soit pas réformable, puisque le mode de production qui l'institue est condamné à laisser sa place au socialisme d'abord, puis au communisme. Évidemment, la pensée de Karl Marx va exercer une influence considérable sur la question sociale, que ce soit au XIXe ou au XXe siècle. Sur le plan politique, l'état stationnaire de Ricardo fige les classes sociales entre les rentiers, immensément riches, des capitalistes, obligés de se contenter de profits, plutôt décroissants, et puis des classes laborieuses réduites à la survie. La perspective de Marx change tout, puisque la révolution est possible. Au-delà de la vie politique, bien sûr, le mouvement syndical sera profondément marqué par cette vision. Ça va le conduire à se diviser entre des branches acceptant la négociation et d'autres refusant de se laisser leurrer par le mirage d'une réforme du capitalisme et prenant la révolution. Dans le cadre du rapport de force entre les employés et les patrons, le syndicalisme réformiste dispose de plusieurs formes d'action, alors qui sont complémentaires et qui se combinent. 1. Rassembler un nombre important d'adhérents pour peser sur la société. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme de masse. 2. Ne pas exclure la grève, mais la mettre en pratique que dans des cas extrêmes. Alors, une telle approche estime que la simple menace de grève peut rétablir le rapport de force pour une négociation. 3. Négocier avec le patronat, soit lors de rencontres régulières, on parle donc de syndicalisme de salon, soit lors de périodes de tension, par exemple, lors de la grève. Le syndicalisme révolutionnaire, au contraire, propose une stratégie de rupture avec le capitalisme. Il préconise l'auto-organisation des travailleurs et l'autonomie ouvrière couplée à l'action directe, voire à la grève générale expropriatrice.
Alors, quels qu'aient pu être les débats ultérieurs sur le développement de la théorie économique, cette dissociation entre vision ricardienne des lois exactes à caractère scientifique et une vision marxiste, de nature plus politique, est restée jusqu'à aujourd'hui le modèle dominant. Passons maintenant à la fin du XIXe siècle. Sous l'égide de Léon Walras, l'école néoclassique va tenter d'ouvrir des nouvelles voies afin de traiter la question sociale. Selon Walras, l'économie pure démontre que la libre concurrence permet d'aboutir à un équilibre général qui procure à chaque individu l'utilité la plus élevée possible. Les prix et les lois de variation qui s'y appliquent s'imposent à l'individu sans qu'il ne puisse y avoir aucune prise. En revanche, la répartition résulte, elle, d'une décision sociale. Pour Walras, une répartition juste obéit à deux principes. Le premier principe, chaque individu est propriétaire de lui-même, de son travail et du prix de son travail, conformément au droit naturel. Deuxième principe, la terre appartient à l'humanité, passée, présente et future, et ne peut donc faire l'objet d'une appropriation privée. Seul l'État, représentant de la société, devant en être désigné propriétaire. Pour le dire autrement, Walras essaye une synthèse entre Ricardo et Marx, qui, d'ailleurs, aux côtés des lois économiques relevant presque des lois naturelles, admet aussi que les sociétés puissent répartir les richesses selon des critères différents, et notamment des critères de justice. Alors sur le plan politique, cette vision va trouver son expression en Europe dans la social-démocratie du XXe siècle, et aussi dans la pensée démocrate chrétienne. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de l'impact du religieux sur le social. À très bientôt!